Alors, Pierre Péan, vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes un spécialiste des problèmes pétroliers, journaliste au Nouvel Économiste, à la revue Le Nouvel Économiste. On disait tout à l'heure que les compagnies pétrolières ont vu leur part du marché réduite d'environ 90% à 50 à 60% aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que leur puissance a décru dans la même proportion? Avant de répondre à votre question, enfin avant de tenter de répondre à votre question, je voudrais souligner une phrase du film qui résume bien toutes les ambiguïtés. À Houston, depuis 1973, les buildings ont poussé comme des champignons. Je crois que c'est toutes les ambiguïtés de la situation pétrolière. 1973, c'est pour tout le monde la crise, la menace, l'augmentation des prix, l'apocalypse. Et puis, c'est aussi le départ d'une nouvelle jeunesse pour les compagnies, comme on vient de le voir tout de suite dans le film. Alors, pour tenter de répondre à votre question, est-ce que le pouvoir des compagnies, des grandes compagnies, des 7 sœurs, est-ce que ce pouvoir a diminué? La réponse est obligatoirement nuancée. Je prendrai une réponse de Normand. Le pouvoir a à la fois diminué et il a à la fois augmenté. Alors, diminué en quoi? Eh bien, c'est vrai que les majors ont été attaqués sur 2 fronts depuis une dizaine d'années. D'abord, par les pays producteurs. Pour vous donner une idée de cette puissance, on peut dire que les majors avaient des attributs de la souveraineté. Les majors, c'est-à-dire les 7 grandes compagnies. Exactement, c'est-à-dire qu'ils étaient dans les pays du Moyen-Orient, dans leurs concessions. Ce qu'on appelle les concessions, c'était en fait des zones extraterritoriales, des zones sur lesquelles les gouvernements des pays producteurs n'avaient pas à entrer. Autrement dit, leur pouvoir s'arrêtait aux limites de la concession. Alors ça, effectivement, depuis le début des années 70, ce pouvoir-là, ce pouvoir, disons, de souveraineté est revenu aux États producteurs. Et depuis donc 1973, en gros, les majors ne contrôlent plus les prix, les prix et les quantités. Ça, maintenant, c'est du domaine des pays producteurs qui se sont réunis dans l'OPEP. Alors, où le pouvoir a-t-il augmenté en revanche? Je voudrais d'abord... les compagnies ont aussi vu leur pouvoir rogné par les pays consommateurs qui, devant cette menace, ont essayé aussi d'avoir une politique énergétique. Alors, les pays consommateurs ont imposé des fiscalités, ont essayé d'avoir leur compagnie nationale, ont et aussi négocié des contrats d'État à État, toutes choses qui rognaient sur le pouvoir des compagnies. Alors, donc, on peut dire que sur cet aspect-là, sur l'aspect du pouvoir politique, les compagnies ont perdu quelque chose depuis une dizaine d'années. Mais dans le même temps, ces compagnies ont vu, comme on vient de le démontrer dans le film, leur pouvoir financier augmenter de façon extraordinaire. Or, qu'est-ce que c'est que le pouvoir financier, le pouvoir économique? À la longue, ça devient, au bout d'un certain nombre d'années, ça a des influences sur le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on se mord la queue. C'est-à-dire qu'ils ont perdu du pouvoir politique, mais ils augmentent actuellement, de façon extraordinaire, le pouvoir économique. Mais en somme, une des grandes questions que l'on se pose à propos des compagnies pétrolières, c'est leur capacité de manipuler les prix. On entend bien souvent des accusations. Il y a eu dans bien des pays des scandales, entre guillemets, sur des prix manipulés par les compagnies pétrolières. Est-ce qu'elles ont, à l'heure actuelle, ces compagnies, une capacité réelle de manipulation? Ben, je dis que la situation joue pour elles. Elles n'ont pas peut-être besoin de manipuler où on sent, où on l'entend. On l'a vu à chaque fois que l'OPEP augmente les prix, les profits augmentent. Donc, les compagnies attendent le jackpot décidé par l'OPEP. Alors, il peut se produire, et c'est ça la manipulation, quelquefois, les gouvernements ont essayé de prouver ça. Sous l'administration Carter, on a tenté de prouver qu'il y a eu des manipulations. À certains moments, il est probable que les sociétés manipulent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, manipuler? Il ne faut pas donner de sens moral à ce mot manipulation. Il suffit pour manipuler, acheter sur le marché libre et faire augmenter volontairement ou involontairement les prix. Donc les prix augmentant, les pays producteurs disent « mais vous voyez, vous êtes capable d'acheter à des prix supérieurs à nos propres prix. Vous dites que nos prix sont élevés, mais vous achetez à des prix plus élevés. » Alors ils prennent ce prétexte-là et augmentent à leur tour les prix, et ainsi de suite. Ou alors on prend par exemple un pétrolier dont on change la destination selon les besoins du marché, ou encore on retarde ou on accélère son parcours pour créer une pénurie ou un surplus artificiel à un moment donné, non? Je crois que
je crois que c'est arrivé, que certaines compagnies ont pu faire ce genre de procédé, mais qu'elles n'ont pas même besoin de faire ça, que l'histoire travaille pour elles. Alors les compagnies disent aussi, attention, nous jouons un rôle essentiel parce que nous sommes une sorte de tampon amortisseur entre le producteur et le consommateur, tampon amortisseur, que ce soit sur le plan des prix ou des quantités. Est-ce que c'est vrai? Alors elles ont des références historiques. Pendant 70 ans, ces compagnies qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on tenait complètement le marché, elles ont réussi à maintenir et voire baisser le prix du pétrole pendant 70 ans. Alors là, elles ont été plus qu'un rôle d'amortisseur. Effectivement, le consommateur, pendant 70 ans, en a bénéficié. Mais aussi, c'est les décisions de ces grandes compagnies, et notamment une baisse d'Exxon en 1960, qui a été le point de démarrage de l'OPEC, de la création de l'OPEC. Et donc, pendant très longtemps, pendant grosso modo 70 ans, on peut dire qu'elles ont été favorables aux consommateurs puisqu'elles maintenaient des prix artificiellement bas. Mais aujourd'hui, elles répercutent seulement les prix, purement et simplement, puisque à chaque fois comme ces compagnies sont productrices dans des zones non OPEP, à chaque fois que les prix augmentent, les marges sur le pétrole d'Alaska, sur le pétrole de mer du Nord, augmentent. Et donc, les marges augmentent et viennent augmenter les fonds des sociétés. Et sur le plan des quantités, est-ce qu'il y a le côté de réserve ou de stockage ou d'amortisseur des chocs de production? C'est une question tout à fait d'actualité, puisque, vous savez, il y a quelques jours, le cheikh Yamani a vitupéré, s'est emporté contre les grandes compagnies internationales en disant qu'elles étaient responsables d'une augmentation de stockage qui, en l'état actuel, compte tenu de la crise irako-iranienne, dans une situation tendue, l'augmentation des stocks provoquait une augmentation des prix. Mais les compagnies, là, suivent largement les indications des pays consommateurs qui demandent des stocks très, très importants pour pouvoir affronter une situation dramatique si la guerre continuait au Moyen-Orient. Alors, on l'a vu un peu dans le film, les relations entre l'OPEP et les grandes compagnies pétrolières, c'est un peu le duo des frères ennemis, non? Frères ennemis ou frères amis, puisqu'on a dit qu'à chaque fois que l'un augmentait, ça augmentait les fonds de roulement de l'autre. Mais en même temps, l'OPEP a pour politique de réduire au maximum l'importance et le rôle des compagnies pétrolières. C'est effectivement un de leurs objectifs, c'est-à-dire elles voudraient les pays producteurs qui ont tous créé des sociétés, des compagnies nationales, ont le rêve de devenir elles aussi des sociétés nationales intégrées du puits jusqu'au marché. Mais pour le moment, c'est encore, malgré cette tentative depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, ces pays producteurs donc, contrôlent la production et sur tout le Moyen-Orient, par exemple, ne contrôlent que 3,5 millions de barils jour en raffinerie sur 14 millions, c'est-à-dire grosso modo 20% seulement. Donc le temps n'est pas venu où les sociétés des pays producteurs pourront contrôler la chaîne. Alors il y a une autre question qui est abordée dans le reportage d'Alain Bloch et de Mark Chandler, c'est la crainte exprimée à certains moments dans le film que les compagnies n'essayent aujourd'hui de récupérer une position de monopole sur les autres sources d'énergie, qu'il s'agisse de l'atome, qu'il s'agisse du charbon. Est-ce que vous croyez que ce danger est réel? Le monsieur Rothschild d'Energy Action le dit, ce n'est pas un problème de demain, c'est déjà un problème d'aujourd'hui. Il exagère, enfin, il a l'air très alarmiste en fait. Je ne sais pas si c'est un danger ou pas, ça c'est un jugement, mais toutes les compagnies prennent l'argument suivant. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le pétrole sera terminé. Nous ne sommes pas des sociétés pétrolières, disent-elles, mais nous sommes des sociétés énergétiques. Parce que si nous ne prenons pas les dispositions aujourd'hui, nous nous retrouverons dans 30 ans sans fonds de commerce. Alors, partant de là, elles investissent, elles achètent des mines de charbon, elles investissent dans l'uranium, c'est-à-dire pour fournir l'énergie de demain. Le film montre que pour l'an 2000, aux États-Unis, charbon et pétrole sera à peu près équivalent. Donc Exxon, comme les autres, s'est lancé à fond dans le charbon. Les tigres sont prêts à bondir pour l'énergie de demain. En fait, ils bondissent déjà, comme on le voit dans le film. Ils bondissent déjà.
Et en somme, Pierre Péan, s'il fallait aujourd'hui dresser une espèce d'appréciation du rôle des compagnies pétrolières, alors bien sûr c'est un peu un jugement moral que je vous demande, et cela n'a peut-être pas sa place dans une affaire économique, est-ce que tout compte fait, le rôle des compagnies pétrolières aujourd'hui, vous le jugez plutôt positif ou plutôt négatif? Alors, par rapport aux consommateurs, j'entends. Hein. Alors, on peut juger positif le fait qu'aujourd'hui, on consomme le pétrole qu'il faut pour mettre dans les voitures, on ne manque pas de pétrole. Donc, c'est un rôle positif. Ça veut dire que les compagnies ont cherché du pétrole, ont investi pour en trouver, l'ont transporté, le transportent et l'acheminent à la pompe. Alors ça, cet aspect-là, effectivement, les sociétés l'ont rempli et remplissent ce but aujourd'hui. Alors, deuxième volet de votre question, c'est les prix. Est-ce que les compagnies pourraient imposer des prix ou facturer des prix plus bas? J'aurais tendance à répondre que c'est sans doute possible. Même quand elles parlent d'investissements pour la recherche qui font environ 11 ou 12 milliards de francs par an. Alors, c'est la justification, d'ailleurs, toute l'argumentaire de toute leur publicité, elles justifient le profit par les engagements a posteriori. C'est-à-dire qu'elles ne justifient pas le profit sur ce qu'elles ont fait, mais sur ce qu'elles feront. Alors ça, c'est pas à moi de savoir, c'est pas à moi de juger, de savoir si ce qu'elles feront demain est bien ou non. Je pense que c'est la réponse des gouvernements des pays consommateurs, à savoir si ces sommes d'argent prises sur le consommateur, est-ce que ces sommes sont bien employées pour réussir le pari de demain, le pari de l'énergie? En somme, tout compte fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'est pas prêt de prédire la fin ou l'amoindrissement de la puissance des grandes compagnies de ces fameuses 7 sœurs. Sûrement pas. Je prends le pari que dans 100 ans, Exxon sera peut-être pas la première compagnie mondiale, mais elle en sera sûrement pas loin. Pierre Péan, merci infiniment. Mesdames, Messieurs, bonne fin de soirée.